Aujourd'hui, qu'on s'imagine qu'on veut se créer un projet d'habitat, on a tout ce qu'on imagine, on porte en nous voilà, des envies, mais aussi des besoins. Mais souvent, je pense qu'on n'est pas forcément totalement lucide par rapport à ces besoins. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Pierre-Marc. Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Alors, tu es le fondateur d'une entreprise responsable dans le domaine de la construction écologique avec son produit phare, les nano-habitats en bois. Pierre, ton parcours est tout à fait atypique parce que à l'origine, tu étais spécialiste du marketing et de la communication. Tu as effectué un tournant décisif vers l'écologie en 2019, si je me trompe pas, en recherchant un projet en adéquation avec tes valeurs. Donc, accompagné de ta compagne Maud, qui est architecte, vous avez créé UTE, presque un peu par hasard, en répondant à un appel à projet pour des cabanes, dans le parc naturel des Vosges du Nord. Le succès de ce projet initial vous a encouragé à aller plus loin, à concevoir des habitations légères et écologiques. Il est important aussi de souligner qu'UTE s'inscrit également dans une démarche locale et écologique, en mettant en valeur les matériaux et les artisans alsaciens. Et l'entreprise contribue aussi à une filière bois plus responsable et apporte son soutien à des projets de préservation de l'environnement. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Pierre ? C'est tout bon. Juste, je suis cofondateur, et pas que fondateur, c'est important de le noter. Oui. Effectivement. Donc oui, t'as accompagné ta compagne Maud, donc cofondateur. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ? Sinon, on peut commencer par notre fameux brise-glace avec 2 affirmations, une vérité, un mensonge, et à moi de trouver. Ça marche. Non, j'ai rien à rajouter. On peut attaquer direct sur le brise-glace. Allez, à toi de m'avoir. Donc, j'ai 2 affirmations. La première, c'est construire en bois, c'est toujours écologique. Et construire plus petit, c'est toujours écologique. Ok. Petite subtilité, je le sens. Allez, je vais dire la deuxième. Construire plus petit, c'est toujours écologique. Ouais, effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et mettre un peu de contexte derrière ça ? Bien sûr. En fait, quand on a commencé à développer UTE, on avait beaucoup de gens qui venaient vers nous en nous disant oui, vous faites des maisons en bois, c'est super écolo. Et en fait, quand on a conçu le projet, qu'on a discuté, que ce soit avec le parc des Vosges du Nord ou à se renseigner, on s'est rendu compte que en France, les approbois, ils étaient pas toujours sourcés, les approvisionnements. Et donc ça, c'est un premier point parce que si on n'est pas sûr de la provenance du bois, en fait, on peut avoir derrière ce bois-là des pratiques qui sont pas du tout vertueuses. Ça peut être des grosses coupes franches, alors moins en France parce qu'en France, il y a quand même des yeux partout, mais dans des pays comme la Russie, la Pologne, la Roumanie, où là, il y a du bois illégal qui est mixé avec du bois légal dans les approvisionnements qui viennent vers l'Occident, par exemple. Ça peut être aussi sur des pratiques forestières qui sont pas non plus vertueuses, par exemple faire de la monoculture intensive, où on voit très bien qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ces zones-là tiendront pas. En fait, elles sont la cible de prédateurs comme le scolite, donc des parasites. Okay. Et on voit bien aussi que leur résilience lors des tempêtes, etc., ça tient pas. Donc c'est vraiment ce point-là. Et puis le deuxième point, le bois, on utilise du bois technique, des bois transformés. Et ce bois-là, il peut être chargé de produits chimiques qui sont dangereux pour la santé aussi. Donc finalement, construire en bois, ça veut tout et rien dire. On peut se retrouver avec un produit qui est extrêmement vertueux ou un produit qui finalement est taillé par l'industrie pour fixer un marché et sans attention par cœur. Exactement. Ouais. Construire petit, l'avantage, c'est quoi ? On utilise systématiquement moins de matériaux. Donc, si on utilise moins de matériaux, on a mécaniquement moins d'impact. On étanchéifie moins de surface, voire pas du tout. Ça dépend de la méthode de fondation qu'on utilise. Et surtout, ce qui se passe derrière quand on construit plus petit, on consomme moins, on achète moins. Et il y a pas mal d'études qui montrent qu'on achète plus durable aussi.
Parce que, étant donné qu'on peut pas stocker des choses qui fonctionnent à moitié dans le grenier ou dans la cave, eh ben, on va s'attacher généralement à acheter des produits qui sont de meilleure qualité et plus durables. Ce qui fait que construire plus petit, finalement, c'est pas juste changer d'habitat, mais c'est modifier à long terme, ça se fait pas tout de suite, mais c'est un cheminement à long terme, toute la manière dont on interagit avec le marché et avec nos méthodes de consommation. Au-delà de simplement de ce qu'on a fait au moment où on a pris la décision de construire plus petit. On optimise Donc c'est un levier très fort en fait de changement. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Eh ben écoute, je te propose de partir focus sur les nano-habitats en bois du coup. Allons-y. Déjà, ma première question, c'est un peu qu'est-ce qui distingue les nano-habitats en bois des autres types d'habitations un peu écologiques? Qu'est-ce qui fait la grande différence? En fait, dans le principe, nous, on s'est appelé nano-habitat. C'est pas forcément un terme générique ou c'est un terme qui est en train d'être approprié par différentes entreprises qui décident de faire ça. Mais c'est une critique de la surface, en fait. C'est en premier lieu, un nano-habitat est pas forcément en bois. On peut prendre une maison conteneur, elle peut être aussi un nano-habitat. Mais là, dans notre cas, c'est une critique de la surface. C'est questionner nos besoins en surface et je vais pas dire nos droits légitimes à exiger cette surface, mais plutôt est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi, et se demander, et à partir de là, adapter la taille de ce qu'on construit à nos besoins réels. Et ce qu'on a fait avec Maud et puis nos associés quand on a lancé UTE, c'est vraiment questionner la surface, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on est capable de proposer un habitat qui fait moins de 50 mètres carrés dans lequel on peut vraiment s'épanouir. Et le Covid a posé cette question-là à beaucoup de gens qui se sont retrouvés enfermés dans 50 mètres carrés. Et pour beaucoup de gens, y compris nous, puisqu'on habite dans un appartement aujourd'hui avec ma femme, la réponse, elle était non, elle était évidente. C'est-à-dire que 50 mètres carrés, c'était pas épanouissant. Mais aujourd'hui, ce qu'on propose, par exemple, avec UTE, le mois prochain, je fais des portes ouvertes sur une maison de 47 mètres carrés. Eh bien, je sais que ces gens-là, ils vont être épanouis. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur d'autres axes, c'est-à-dire que la surface au sol n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui définit notre confort de vie. Et si on travaille sur de la luminosité, sur de l'espace, du volume, donc de l'espace avec de la hauteur sous plafond, des choses comme ça, on va créer des perceptions qui sont différentes. Et en créant ces perceptions-là, on va être capable de réduire la surface réelle construite au sol, mais en même temps d'augmenter la quantité de bien-être que les gens vont pouvoir ressentir quand ils vont être chez eux dans des petites surfaces. Et donc de trouver peut-être une solution à des problèmes de densification de population, à des problèmes comme l'État aujourd'hui est en train de mettre en place une politique de zéro artificialisation des sols d'ici 2030. Et ben comment on peut proposer encore la possibilité aux gens d'avoir leur chez eux et de pas se retrouver dans un immeuble, mais en limitant leur impact environnemental et la prédation sur l'environnement. Ok, hyper clair. Donc c'est vraiment cette notion effectivement de besoin en surface. Forcément, j'ai la question, je sais qu'on en avait parlé un tout petit peu. C'est quoi la différence du coup par rapport à la surface, parce que c'est aussi des petites, des plus petites habitations entre une tiny house, une lodge en bois, par rapport en termes d'utilisation et de concept. Ouais. Initialement, avec Maud, on avait commencé à dessiner une tiny en 2018, sachant que UTE est né en 2019. On a commencé à bosser dessus et puis est venu cet appel à projet qui nous a un peu détourné puis qui nous a fait remettre en question pas mal de choses. Et moi, quand j'ai monté mon étude de marché pour monter UTE, enfin à l'époque on savait pas encore ce serait UTE, mais on savait qu'on allait monter une boîte avec Maud. Et en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La tiny house, elle pose des problèmes administratifs qui rendent la vie des gens qu'en possèdent assez compliquée au début. S'ils trouvent une mairie qui va être positive sur le sujet, ça va aller. Mais par contre, quand on trouve le terrain de ses rêves et qu'on se rend compte que la mairie, elle est totalement opposée à ça, c'est cuit parce que administrativement, on peut même pas attaquer la mairie pour lui faire reconnaître ses droits. Parce que la tiny house n'est pas reconnue la plupart du temps comme un habitat conventionnel, du fait qu'elle n'a pas de fondation. Et donc ça, c'était un premier point à lever, c'est-à-dire que pour nous, il fallait ancrer
le bâtiment pour qu'il puisse être reconnu, peu importe sa taille, comme un bâtiment conventionnel, et qu'à ce moment-là, l'administration ne soit pas en droit de questionner la taille, puisque après tout, si vous voulez construire 20 mètres carrés, vous construisez 20 mètres carrés. Hein. Voilà. Donc ça, voilà, exactement, c'est un choix et il doit être respecté. Ça, je pense que c'était vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en réfléchissant à ça, on a constaté aussi que finalement, les gens qui avaient une tiny house, c'était pas des nomades. Il se trouve que initialement, la tiny house ou le principe de la caravane, etc., ça a été conçu aux États-Unis pour pouvoir aller dans les trailer parks. Donc qui sont ces espèces de camping où en fait on a des mobil-homes et qui sont à bas coût, et c'était pour répondre à la crise de 2008 qui a laissé des gens sans logement. Ouais. Et là dans ces trailer parks, il fallait que les bâtiments puissent être amenés, posés et enlevés, parce que le gestionnaire lui il gère des slots, des emplacements, et il gère pas des bâtiments. Et donc les gens viennent avec leur bâti. Et la tiny house, c'était la réponse positive à un produit qui est le mobil-home, qui est vraiment pas qualitatif finalement. Donc là encore, nous, on n'avait pas la même situation, et on s'est dit que les gens qui allaient en France, ça n'existe pas les trailer parks, qu'ils allaient acheter un terrain ou le louer et qu'ils allaient s'installer. S'ils le louent, effectivement, la tiny house, c'est la seule solution. S'ils l'achètent, par contre, il y a pratiquement aucune raison qu'ils le déplacent un jour. Et s'ils le déplacent un jour, si c'est juste une fois, ils dévissent les pieux de fondation, ils la remettent sur un camion, ils l'emmènent plus loin. Donc finalement, il y avait ce point-là encore qui touche encore aux fondations. Et le troisième point, c'est qu'en faisant mon étude de marché, je me suis rendu compte que le bien le plus vendu en France, c'était un bien de 50 mètres carrés qui était un appartement. Et finalement, en réfléchissant, je me dis, ça veut dire qu'il y a quand même des gens de base qui pensent qu'ils peuvent vivre dans 50 mètres carrés, mais c'est les conditions dans lesquelles ils évoluent dans ces 50 mètres carrés qui sont problématiques. Et finalement, nous, on a voulu aussi avoir un produit qui fonctionne avec à peu près cette dimension-là de 40-47 mètres carrés qu'on a, puisqu'on a deux options. Parce qu'on a aussi compris qu'on n'arriverait pas à mettre tout le monde dans des tiny house. La réalité, c'est que moi, demain, je suis pas capable, je pense, de vivre dans une tiny house. Par contre, dans 40 mètres carrés, effectivement, je peux vivre tout à fait confortablement s'il y a certains éléments qui sont pris en compte. Et aujourd'hui, si on veut amener les gens à modifier leur manière de vivre pour que ce soit plus pérenne et plus responsable, eh ben, on peut pas juste les faire rentrer dans une boîte de sardines. Et peut-être que la boîte, elle doit quand même avoir une taille qui est un minimum adaptée. Et c'est ça qu'on cherche finalement. Parce qu'en termes de surface, j'ai pas encore eu l'occasion, et ça viendra de parler avec un spécialiste de la tiny. On est sur une grande différence entre la tiny et les nano habitat? Oui. Alors en fait, il y a plusieurs contraintes qui pèsent sur un châssis de tiny house, puisqu'une tiny house c'est sur châssis. Alors il faut différencier deux éléments, mais en France on en voit plutôt un. On peut faire des tiny sur des châssis de remorque qui vont jusqu'à 7,50 m, 8 mètres si je me trompe pas, mais le problème c'est qu'on est toujours à 2,50 m de large. Okay. Donc c'est très étroit une tiny house. Sinon on peut aussi les faire sur châssis de remorque de semi-remorque, mais là ça coûte cher, ça veut dire que ça implique pas mal de logistique par ailleurs, et on en voit assez peu en France. Il y en a quelques-unes, mais ça se fait pas trop. Donc, si on reste sur les châssis qui vont jusqu'à 8 mètres, en gros, la moyenne, c'est entre 6 et 8 mètres de long par 2,50. Ça veut dire quand même qu'une fois qu'on a mis l'isolant, etc., on se retrouve avec environ 2 mètres à l'intérieur pour circuler de large sur toute la longueur de son bâti. Déjà, ça, c'est une grosse contrainte. Sur UTE, on a voulu faire sauter ça, pouvoir passer les épaules. C'est important parce qu'en fait, on met un canapé d'un côté, on met une table de l'autre côté, et ben il reste 80 cm pour passer. Et ça peut être pesant quand on reçoit des gens, si on vit à 2 ou à 3 avec des enfants. Donc déjà, nous, la possibilité d'être plus large, elle dépend directement du fait qu'on n'est pas sur un châssis de tiny house et qu'on n'est pas associé à ça. Le deuxième point, c'est que au maximum, si vous avez 8 par 2,50, vous allez approcher des 20 mètres carrés, mais vous n'allez pas pouvoir passer à 35 par exemple. Ça veut dire qu'il va falloir coupler des bâtiments et coupler deux châssis de remorque, etc. C'est techniquement compliqué. Donc ça aussi, nous, ça nous permet de monter jusqu'à 40 mètres carrés sur notre produit qui est le plus grand. Et de se dire que là, par exemple, effectivement, on peut recevoir 6-8 personnes dans son salon. Alors c'est sûr que ça va pas être des cousinades à 25, mais voilà, 6-8 personnes, c'est encore ok. Qu'il y a une vraie chambre où on peut se tenir debout dans la chambre, parce qu'une tiny house, il y a aussi une question
de De hauteur. mezzanine en Voilà, général. exactement. Et du coup, ça peut être aussi un sujet de confort au quotidien. Et puis, qu'on a une salle de bain où, par exemple, on peut passer à deux, qu'il y en a un qui puisse se brosser les dents pendant que l'autre prend sa douche. Dans les tiny houses, c'est vraiment compliqué. La salle de bain est toute petite, toute petite. Donc voilà, Ok. c'est tous ces éléments-là où on se questionne. Après, nous, on a un produit de 20 mètres carrés qui est beaucoup plus inspiré des tiny house et où on a des gens qui viennent à la base de la tiny house, qui étaient intéressés par ça, mais qui ont trouvé que les sujets administratifs étaient trop lourds et qui vont plutôt se positionner sur le 20 mètres carrés. Mais là-dessus, il faut respecter aussi les capacités de chacun à se questionner sur sa surface et à la fin de dire, si j'ai besoin de tant de mètres carrés, c'est que j'en ai besoin une fois que je me suis questionné. Ok. J'en profite du coup, comme on était un peu sur les aspects juridiques, est-ce que pour les nano-habitats, il y a d'autres aspects juridiques à prendre en compte ou est-ce que le bâtiment est considéré comme conventionnel et on peut l'installer entre guillemets partout? Le bâtiment est considéré comme conventionnel, simplement aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de mairies qui ont des PLU qui peuvent être restrictifs. Par exemple, nous, on travaille en Alsace. En Alsace, on a les bâtiments de France qui sont présents quasiment partout. Donc, et eux peuvent être hyper contraignants, même sur des choses qui nous paraissent aberrantes aujourd'hui, à savoir sur le fait d'avoir une façade bois. Ouais. Par exemple, ils peuvent dire qu'une façade bois, c'est pas adapté. On est en 2023, on se rend tous compte qu'à un moment, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on arrête, faut qu'on limite nos intrants minéraux dans la construction parce que ça a des consommations d'énergie qui sont folles. Ils peuvent nous recommander de faire un crépi. Il y a des incohérences. Voilà, des choses comme ça, ou un soubassement maçonné. Voilà, donc il y a moins, enfin eux ils ont leur cohérence qui est liée au patrimoine, mais c'est difficile de corréler ça avec une cohérence écologique constamment en fait. Ok. Et eux ils sont tributaires de leur règlement. Donc oui, effectivement, c'est plus des cas un peu particuliers en fonction peut-être du lieu où on vit, quoi. C'est ça en fonction de la région. Demande à faire. Ouais. Okay. De toute façon, pour chaque projet, il faut faire un permis de construire ou une déclaration préalable, et c'est à ce moment-là que ça se fait. Et pour ça, les architectes sont importants. Oui, tout à fait. Ok, très clair. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu sur le côté matériaux, voir un peu l'avantage du bois comme matériau de construction pour ce type d'habitat. Le bois, ça, on va prendre depuis la base, c'est-à-dire d'où il vient, et puis après on ira sur ses caractéristiques techniques qui peuvent être importantes. En premier lieu, sa caractéristique la plus importante, c'est que le bois, en France, on peut quasiment toujours le trouver à côté de chez soi. Je pense que ça, c'est déterminant, parce que trouver le bois à côté de chez soi, ça veut dire qu'on va avoir un impact carbone en termes de transport qui va être faible. Si on travaille avec le bois à côté de chez soi, ça veut dire qu'on va faire travailler des entreprises locales, qu'on va faire vivre le tissu. Je pense que c'est aussi des sujets qui sont importants et donc ça a encore un intérêt. Ça veut dire qu'on va être capable de le transformer et pas de dépendre aussi d'autres industries où on ne sait pas ce qu'elles vont mettre dedans pour le transformer. Donc ça a encore un autre intérêt. Donc ça, c'est les premiers intérêts, c'est le bois en tant que partie de notre géographie. Le bois en tant que produit technique, il y a plusieurs choses. Si on regarde le psychologique, il y a pas mal d'études qui montrent aujourd'hui que les gens qui vivent dans des bâtiments bois sont moins soumis à des risques de dépression, se disent plus heureux au quotidien, plus épanouis et présentent moins de maladies mentales, de maladies mentales. Et puis aussi, quand on est sur du bois massif, moins de maladies comme des cancers, des choses comme ça. Parce que du bois massif, ça émet peu de produits chimiques. Alors que quand on vit dans un bâtiment qui est, minéral, après ça se dépend, parce que on peut avoir un bâtiment en terre-paille, par exemple, et ça va être très sain aussi. Mais quand on vit dans un bâtiment en aglo, on va avoir du plâtre, des peintures, des lasures, des colles pour le carrelage, etc. Tous ces produits-là, ils n'ont pas été testés pour votre santé pour savoir si c'était inoffensif. On parle de ce qui est COV, c'est ça? Oui, exactement, des COV, ouais, tout à fait. Composés organiques volatiles. Exactement. Voilà, et donc pour le bois émet des composés organiques volatiles, il émet notamment un petit peu de formaldéhyde, mais à des doses qui sont tout à fait acceptables pour l'homme. Aujourd'hui, quand on achète une table ou quelque chose chez une grande marque de mobilier à monter soi-même,
c'est bourré de colle en fait, et ça va émettre des polluants pendant 10-15 ans de cycle de vie, quoi. Donc c'est le bois en fait, ça peut être aussi une manière de retrouver des matériaux qui sont simples, sains, durables. Une maison en bois, ça peut durer 80, 100 ans. Du moment que c'est entretenu et que quelqu'un vit dedans, une maison en bois, ça va durer dans le temps. Le moment où une maison en bois, elle se dégrade, c'est le moment où plus personne n'habite dedans et qu'elle commence à prendre l'humidité. Ça, c'est un point aussi. C'est facilement... C'est une question d'aération? Ouais, de ventilation, de présence d'humidité. Et s'il y a des insectes chez vous, vous allez vite vous en rendre compte. S'il y a personne pour voir qu'il y a des insectes, personne ne se rendra compte. C'est tout simple et basique. L'autre point du bois aussi, pour nous, c'était important, c'était que les gens puissent se réapproprier l'entretien de leur maison sans faire appel à d'autres gens. C'est-à-dire qu'à un moment, aujourd'hui, pendant longtemps, pendant les 30-40 dernières années, on a eu une vision de la maison où la maison doit être en diamant. Elle doit être indestructible, elle doit pas présenter de traces, elle doit pas s'abîmer dans le temps. Pour arriver à ça, il faut ça va consommer énormément d'énergie, et dans le fond, on sait qu'on n'y arrivera pas, puisqu'aujourd'hui, on voit que les maisons en béton qui ont été construites dans les années 60, elles commencent à se fissurer à cause des vagues de chaleur aussi. Et donc, finalement, cette idée de se dire que la maison, elle allait transcender les millénaires comme les châteaux forts, c'est inepte. C'est utopique. Ouais. Voilà, c'est utopique. Et en fait, nous, on a pris le contre-pied total, c'est-à-dire on a une maison qui vit, qui évolue, qui va un peu se dégrader, mais par contre, en contrepartie, ce sera très facile à entretenir et peu coûteux à entretenir. Quand on ravale une façade de crépi, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros tout de suite. Nous, sur UTE, on peut changer 2 lames de façade parce que c'est les 2 lames là qui sont les plus exposées. Le client, il peut aller chercher chez n'importe quel scieur ou même au bricomarché ces lames, il les découpe à la bonne taille. S'il a un chalumeau, il les brûle s'il avait du bois brûlé, il va les revisser, terminé, il a fait son taf. Et ça va lui prendre une demi-journée. Donc en fait, c'est vraiment l'inverse de se dire comment on crée une autre économie qui est moins basée sur la consommation et où on redonne de la décision et de la capacité aux gens qui vivent dedans. De l'autonomie aussi. Exactement, ouais. Ok, trop clair. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du bois? Ou sinon, j'aimerais bien qu'on parle de l'usage aussi. Ouais. Sur le bois, je pense avant tout aussi que il y a un côté poétique. Et ça, c'est pas de la technique, c'est pas du rationnel, mais je sais pas. Quand Maud a commencé ses études, on regardait une émission qui s'appelait Cabane perchée, qui est faite par un Américain qui s'appelle Pete Nelson, et où lui, son job, c'est de construire des cabanes dans les arbres, et finalement, c'est le prix de la cabane, c'est un peu régressif, mais finalement, c'est aussi des choses qui peuvent nous rendre heureux, et de corréler ça avec un emplacement chouette, parce que quand on a une grosse maison, souvent on est concentré sur la maison, qu'on vit dans plus petit, qu'on vit dans une petite maison en bois, finalement, ce qu'on regarde, c'est ce qui se passe dehors. Et je pense que ça, en dehors de toute réflexion rationnelle, ça nous fait du bien, et que aujourd'hui, plus que jamais, c'est des choses dont on a besoin. Voilà. Ok, trop bien. Bah justement, alors je vais rebondir plutôt sur le côté poétique et on reviendra sur l'usage juste après. Est-ce que ça s'intègre bien et vite dans tout ce qui est environnement naturel? Est-ce que, bon là, vous êtes du côté de l'Alsace, dans tout ce qui est montagne et forêt, est-ce que ça peut s'intégrer aussi dans ce milieu, genre de milieu naturel, pardon? Alors, à titre personnel, après, on peut, enfin, c'est de la sensibilité, donc je peux pas répondre de manière catégorique, mais à titre personnel, je pense que les constructions en bois sont faites pour être dans des environnements naturels, et que ce sont celles qui dénaturent le moins, c'est-à-dire que le matériau, par rapport à la manière dont il va prendre la lumière, etc., va marquer différemment son milieu d'un bâtiment qui est peint, d'un bâtiment qui est en béton brut, et donc, ou d'un bâtiment qui est en métal. Et donc, c'est ça qui fait la différence finalement. C'est simplement notre ressenti, mais notre ressenti dépend aussi de notre culture. Dans notre culture, on imagine que la cabane, elle est dans son élément quand elle est dans la forêt. Et donc, à partir de là, c'est des biais aussi de perception. Mais avec Maud, on va souvent dans les pays nordiques, et ils ont beau peindre leur cabane en rouge vif, et ben elles semblent à leur place.
Et quand on voit une maison en béton, c'est là où on s'y met. Ouais, c'est Il y a bizarre que, quelque chose qui ouais, il y cloche. a quelque chose qui cloche. Et aussi, c'est la maison en bois, si personne l'habite, elle va disparaître peu à peu. Et Mm. elle laissera probablement peu de traces. Alors que une ruine en béton, elle laissera des traces et ce sera pratiquement irréversible. Ok. Ok, ok. Merci pour cette réponse. Bon, allez, je reviens sur l'usage du coup, parce que c'est quand Mhm. même important. On parle quand même d'espace réduit, on en a parlé un petit peu. Comment concilier aussi le confort avec l'espace réduit? Est-ce que ça peut être bloquant? C'est quoi un peu les critères à prendre en compte quand on s'imagine dans ce type d'espace? Je pense que plus que d'imaginer, il faut expérimenter. Ça veut dire que si un jour quelqu'un envisage d'aller dans un nano-habitat, je pense que il faut qu'il loue une tiny house pendant une semaine. Il Mhm. faut louer un lodge d'un peu plus, 25 mètres carrés pendant une semaine, louer quelque chose d'autre de 40 mètres carrés et en fait ressentir ces expériences. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'on s'imagine qu'on veut se créer un projet d'habitat, euh, on a tout ce qu'on imagine, on porte en nous, voilà, des envies, mais aussi des besoins. Mais souvent, je pense qu'on n'est pas forcément totalement lucide par rapport à ces besoins et que nos envies, parce qu'on est sur des sujets, notamment, voilà, le nano-habitat, c'est quelque chose. Il y a une part de rêve qui est forte, une part de poésie qui est forte, et elle peut supplanter le besoin. Et c'est aussi pour ça que on s'est pas limité à 20 mètres carrés, par exemple, et qu'on propose aussi un 40 mètres carrés, parce qu'on se rend compte que il y a des gens, ils peuvent être séduits par cette poésie, mais par contre, au quotidien, ça peut devenir une souffrance s'ils sont vraiment dans trop petits et que euh, s'ils sont pas en paix avec leur choix, s'ils n'ont pas fait des essais pour voir si effectivement eux, ils vont se sentir bien dans cette surface-là, eh ben, ça n'ira pas en fait. Ça n'ira Mhm. pas et ce sera juste des gens qui seront frustrés et déçus. Et si on regarde un peu le marché de la tiny house d'occasion, en fait, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui sont venus en se disant ça va révolutionner ma vie, mais en fait, c'était trop petit. Et si le cadre change pas derrière, parce que souvent c'est aussi une envie de changement de cadre, de travail, d'expérience de vie, etc. Si le cadre est resté le même et que c'est juste la maison qui a changé et que c'est parti pour plus petit, ça peut Mhm. aussi être une difficulté. Voilà. Donc sur l'usage, la surface est évidemment une contrainte et il faut évidemment tester pour savoir ce qui nous convient. Et à partir du moment où on a testé, on va pouvoir trouver des solutions pour adapter cet espace. Et par l'adapter, ça veut dire réfléchir à quel type d'espace on a besoin. Ok, on a besoin d'une chambre. Est-ce que dans ma manière de vivre, ma chambre, c'est juste un couchage? Donc c'est juste, j'y vais à 23h30, je me mets au lit, je bouquine 2 minutes, je m'endors. Ou est-ce que c'est un endroit où j'aime passer du temps? Et si j'aime passer du temps, qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que j'y vais juste buller sur mon lit, faire une petite sieste? Eh ben, du coup, l'usage reste le même. Ou est-ce que j'ai envie de pouvoir, je sais pas moi, faire mon yoga dedans ou voilà, avoir d'autres usages? Et il faut répondre à toutes ces questions-là. Pour la chambre, c'est juste un élément, mais ça va être aussi le cas pour la cuisine, parce que quand on fait des plus petites surfaces, un des éléments qui prend le plus cher, c'est la cuisine. Mhm. Et par Ouais. exemple, moi qui aime beaucoup cuisiner, je serais un peu en peine si j'avais que un linéaire de 120 pour cuisiner, quoi. Donc ça, c'est aussi des choses parce que si on a beaucoup de plaisir à cuisiner, qu'on cuisine tout le temps, et ben se retrouver dans une surface comme ça qui va limiter votre capacité à pouvoir travailler correctement, et ben ça va être aussi une difficulté au quotidien qui va être une frustration. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le juste dimensionnement et après qu'on a trouvé le juste dimensionnement, on trouve tous les petits tips et astuces. Par exemple, nous on a un escalier dans lequel basé sur ce que se fait aussi en tiny house avec plein de rangements dedans. Mais ça se fait une fois qu'on a la bonne surface. Ça se fait pas avant pour compenser le manque de surface. Oui. On n'est pas dans un appartement parisien du coup puisqu'on reconstruit le projet. Donc on va justement à l'inverse. L'idée c'est pas de tout faire rentrer dans plus petit, mais d'avoir une surface adaptée et après d'optimiser pour libérer l'espace parce que le vrai sujet dans les espaces minimalistes, c'est d'éviter l'encombrement. En fait, on habite dans une petite espace, donc si on laisse des affaires dehors qu'on peut pas les ranger, etc., ça va toujours donner l'impression de capharnaüm. Et à ce moment-là, on va pas se sentir forcément très bien. On aura l'impression d'être surchargé, de pas voir nettement son espace.
Et ça, D'avoir une sorte d'oppression avec tous les objets. voilà. Et donc finalement, tous les petits tips et astuces, le fait d'avoir des plateaux qu'on peut sortir rangés de meubles, le fait d'avoir des rangements un peu partout cachés, etc., ou de travailler vraiment sur la hauteur pour aller ranger des choses vraiment sur du linéaire en hauteur plutôt que tout soit à portée. Et ben ça, c'est juste pour libérer de l'espace et qu'on fait on puisse se sentir bien dans un espace plus petit. Ok. J'ai une question du coup. Est-ce que, alors, par exemple, si on prend le cas d'une famille, est-ce que déjà c'est possible de vivre en famille dans un nano-habitat, ou est-ce que c'est plus pour un couple, une personne seule, etc. Ou et est-ce que ça peut être modulaire? Est-ce que on peut rajouter en fait un peu, bon, ça perd un peu peut-être le sens, mais est-ce que ça peut être modulaire? On peut vivre avec une famille dans un petit espace. Mais je pense qu'une tiny house, par exemple, ou un 20 mètres carrés de chez Uteux à Admonette, c'est trop petit. C'est mon avis personnel. Après, je pense que chaque famille a ses expériences qui lui sont propres. On le voit, il y a des familles japonaises qui vivent dans des tout petits espaces à Tokyo, et ça fonctionne. Mais la culture occidentale et française a un rapport à la famille qui est très différent de la culture japonaise. Donc on est moins habitué, on a besoin de nos espaces généralement. Donc ça, c'est vraiment culturel, propre à la famille aussi. Si la famille, elle a développé une culture où elle est très fusionnelle et qu'elle est capable, parce qu'elle fait peu d'éclat et qu'elle respecte vraiment l'intimité de chacun, peut-être que ça va marcher. Mais nous, ça nous paraît trop petit. Par contre, un 40 mètres carrés, nous, aujourd'hui, on est capable d'avoir la chambre parentale à l'étage ou la chambre des enfants à l'étage et de faire une petite chambre au rez-de-chaussée en modulant. Et là, dans ce cadre-là, au moins, il y a deux espaces qui sont distincts, qui créent de l'intimité, où les gens peuvent aller se réfugier quand parfois il y a de la surcharge et qu'il y a besoin de prendre de l'espace pour soi. Et ça, c'est très important. Si par exemple, dans une tiny house, c'est difficile d'avoir des espaces clos où on peut se sentir dans son cocon. Isolé. Ouais. Et là, je pense que ça, c'est un élément déterminant pour se dire est-ce qu'une famille peut ou pas vivre dans un espace comme ça. 40 mètres carrés, du coup, c'est faisable, mais ça me paraît un peu petit. Et c'est évidemment modulable. Nous, on a conçu le projet pour que l'idée, par exemple, c'est qu'un jeune couple qui ne sait pas s'il veut d'enfants. Et au final, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la politique du bâtiment, c'était de dire, décidez maintenant, soit vous achetez puis vous revendrez votre appartement dans 10 ans quand vous voudrez des enfants. Soit vous décidez maintenant si vous voulez 1, 2, 3 enfants et puis on va construire 1, 2, 3 chambres en plus. Ce qui cadre quand même des schémas extrêmement précis et prédéfinis et qui incite les gens derrière à rester sur une ligne directrice. Nous, c'est l'inverse. On se dit, achetez un 20 mètres carrés ou un 40 mètres carrés, quoi qu'il en soit, une surface dans laquelle vous vous sentez bien pour vivre à deux. Demain, vous avez des enfants. À ce moment-là, on rajoutera une section pour créer une chambre supplémentaire et une pièce à vivre supplémentaire parce qu'elle est nécessaire. Parce qu'une famille de 4, tout le monde, si on est à 4 dans la salle à manger, salon, c'est compliqué s'il y en a un qui doit bosser, faire ses devoirs, l'autre qui veut jouer, etc. Donc, une pièce à vivre plus une chambre en plus. Et à ce moment-là, on a de nouveau une taille petite mais idéale pour une famille de 4. Et par exemple, nous, on peut coupler une 40 mètres carrés avec une 20 mètres carrés, une 40 mètres carrés avec une 12 mètres carrés, une 40 avec une extension là qu'on vient de dessiner qui rajoute juste une chambre et une petite pièce qui peut faire une seconde salle d'eau, un KGB ou autre. Ça s'adapte parfaitement aux besoins des gens. Ou une 20 mètres carrés, et idem, on peut rajouter une autre 20 mètres carrés, une autre 12, une autre extension. Donc l'idée, c'est facile dans la conception de se dire on peut rajouter des espaces ou diminuer, ça peut arriver aussi, mais rajouter souvent. Oui, là, ce sera plutôt rajouter. Et le truc, c'est que la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est que les gens me le disent, en fait. Ils me disent dès le début, nous, peut-être qu'on agrandira. Ok, je prévois un emplacement où il y aura une future porte. Et comme ça, le jour où on a besoin d'agrandir, si un jour il y a besoin d'agrandir, et le si est important, on pourra, on sait exactement où est la porte sur les plans, elle est cachée dans le mur, personne la voit et on la fait apparaître et on peut connecter le bâtiment d'à côté, quoi. Et ça, c'est important parce que ça évite de décider, de tracer des chemins de vie pour les gens avant qu'ils soient en capacité de prendre ces décisions. Et deuxièmement, d'avoir un impact environnemental encore une fois qui est hyper fort parce que dès le début, on va devoir investir pour une vie qu'on n'a pas encore décidée, quoi. Ok. Est-ce que ces types de logements, j'ai une question qui me vient, sont adaptés aussi pour les personnes à mobilité réduite? Difficilement.
Oui, c'est possible, difficilement. On a livré cette année notre premier lodge PMR, donc là c'est vraiment pour de la location, qui était labellisé tourisme et handicap. Donc on a travaillé avec la personne référente de tourisme et handicap sur le département où on a posé pour obtenir sa labellisation. Euh, Mhm. Ça a été très difficile de trouver l'espace. Et aujourd'hui, avec Maude, en fait, il y a deux choses à différencier. Un, dans un cas, je pense que malgré le fait que ce soit difficile, le produit qu'on a sorti, il sera quand même bien mieux perçu qu'aujourd'hui l'offre qui est en location pour des personnes à mobilité réduite. Parce que dans les faits, ça ressemble pas à un hôpital dedans, ça ressemble pas à un bâtiment qui est médicalisé. Et je pense que ça, Mhm. c'est très important pour les sortir de leurs conditions et pour qu'ils aient l'impression que ils peuvent profiter des vacances au même titre que les autres et puis avoir un logement insolite, quelque chose de avec l'effet Dans la waouh. perception, elle est Ouais, différente, ouais. exactement. Par contre, pour un usage de vie au quotidien, nous, on n'y arrive pas parce que 40 mètres carrés, en fait, les personnes à mobilité réduite, pour faciliter leur vie, ce qu'elles ont besoin, c'est d'espace, elles ont besoin de passages où elles peuvent passer facilement sans qu'il y ait des choses qui puissent venir de gauche, de droite. Elles ont besoin d'air de retournement qui soit confortable aussi. Elles ont besoin qu'il n'y ait pas d'escalier. Or, nous, un des principaux arguments sur la UTE, c'est quand même cette mezzanine qui se retrouve qu'on est debout dedans, on est à quasiment 5 mètres de haut, 4 mètres 50, et donc la vue qu'on a par la fenêtre, ça, c'est vrai que c'est appauvri dans l'offre pour des personnes à mobilité réduite, et on en est un peu déçu. Maintenant, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que soit j'augmente les surfaces, Mhm. soit je peux pas adresser, enfin, je peux pas prétendre adresser ce public correctement. Pour de la location, ça marche très bien. Pour de la vie au quotidien, je pense qu'il faut faire plus. C'est compliqué, ouais. Ouais, et quand on dit plus, c'est il faudrait plus quelque chose comme 60-70 mètres carrés pour commencer à avoir une offre qui soit cohérente avec leurs besoins. Ok, ok. J'ai encore deux grandes questions. Euh, Est-ce que on en a parlé un petit peu de l'entretien? Justement, c'était un des avantages, c'était le côté un peu autonomie qu'on rendait grâce au bois. Est-ce que dans la structure au global, il y a il y a beaucoup d'entretiens à faire. Comment ça se passe comment ça se passe pour les usagers quand ils veulent vivre au quotidien? Euh, le bois demande pas vraiment beaucoup d'entretien. Il faut entretenir, mais par exemple là, nous, le bardage extérieur, c'est tous les 5-7 ans, il faut mettre de l'huile dessus. De l'huile, c'est au rouleau à la bonne franquette, comme ça, quoi. Donc c'est pas technique. Euh, et puis ça dépend aussi si on est dans le sud de la France, par exemple, ou dans un lieu où il y a peu d'humidité, peu de précipitation, on va pas forcément avoir besoin de le faire tous les 5-7 ans. Et si à contrario on est dans le fin fond d'une vallée des Vosges du Nord qui est hyper étroite et où on voit le soleil 4 heures par jour, là peut-être qu'il faudra aller tous les 4-5 ans plutôt que tous les 5-7 ans. Ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, Mm. ça dépend un peu de comment on projette, quelle est notre vision de ce qu'est une maison bois. Euh, Quand on regarde un peu ce que faisaient les anciens, ils avaient des parquets, ils les ciraient pas toutes les semaines, quoi. Les parquets, ils prenaient cher, ils vivaient, et c'était le principe d'un parquet, c'était que c'était un plancher, c'était pas un plancher d'exception, quoi. Aujourd'hui, quand on a un vieux parquet, c'est quelque chose qu'on préserve, qu'on soigne et qu'on met sous cloche un peu. Voilà. Donc, est-ce que c'est une maison qu'on veut vivante et à ce moment-là, le parquet, le sol va prendre des marques, mais c'est pas grave? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on veut garder parfaitement lisse et net? Et donc pour ces deux cas-là, on a des solutions qui sont adaptées et différentes. Dans un cas, il peut y avoir de la vitrification du sol, donc qui Ok. va permettre d'avoir un sol qui va être hyper résistant, etc. Mais dans ce cas-là, on va de nouveau faire appel à de la chimie de synthèse assez lourde. Mais bon, parfois il le faut, ok. Et du coup, ça va permettre quand même par exemple, de passer comment dire, un, une serpillère ou des choses comme ça, et d'avoir un entretien qui est plus Sans conventionnel, pompier. comme un carrelage Ouais. exactement. Ou alors, est-ce qu'on a un parquet qui est brut, qui va avoir l'air d'un parquet naturel, qui va vivre, qui va prendre des chocs, qui va un tout petit peu gondoler par endroits, etc. Et à ce moment-là, ça va ressembler à un vrai parquet. Mais effectivement, on pourra pas passer la serpillière. Quand on veut nettoyer une tâche, ça veut dire qu'il faut prendre une éponge et être bien ciblé sur sa tâche. Et après, nous, on travaille beaucoup avec de l'huile
de lin cuite qui permet, contrairement à des cires, etc., de pouvoir traiter localement des zones sans que ça fasse de taches. Donc de l'huile, en fait, on peut vraiment uniformiser, c'est-à-dire on a une tache à un endroit, on peut poncer, frotter, remettre de l'huile juste à l'endroit là et ça va se réunifier avec le reste du parquet. Donc ça permet aussi d'entretenir localement des zones et pas d'avoir à tout refaire. Mes parents avaient un parquet ciré à l'ancienne et c'est vrai que c'est du boulot, quoi. Il faut toujours recirer. Donc voilà. Sur l'entretien, voilà les deux grands points. Et l'autre point aussi, moi, que je dis à mes clients, c'est qu'une maison en bois, pour durer, elle a juste besoin d'être habitée. C'est tout. Si personne est dedans pendant 10 ans, elle va mal vieillir. S'il y a des gens au moins 6-8 mois par an, tous les ans, qui viennent, qui vont la ventiler correctement, évacuer toute son humidité, etc. Et ben en fait, ça va super bien vivre, quoi. Donc ça, l'entretien, c'est d'être dedans. Ok, donc c'est vraiment certains aspects, mais ça reste assez minimaliste sur l'entretien. Enfin, ça se fait, quoi. C'est ça. Ok, allez, dernière grosse question et pas des moindres. C'est quoi l'impact financier d'un projet du nano-habitat par rapport à d'autres options de logement? Est-ce que comment ça peut s'implémenter? Aujourd'hui, par exemple, je trouve que ce budget-là est assez intéressant. Si on prend notre modèle de 40 mètres carrés, aujourd'hui, quand on prend ce modèle-là et qu'on le compare à un appartement, selon l'emplacement où on est, parce qu'on a le foncier qui rentre en compte, et le foncier, par exemple, en Alsace, il est très onéreux, mais si on est dans la Creuse, c'est un détail où moi, je viens de Haute-Saône, si on regarde là-bas, les terrains, ils valent rien, quoi. Une UTE complète, clé en main, vous mettez la clé dans la porte, vous rentrez dans la maison, c'est à peu près 150 000 euros. Tout fini. Donc, par rapport à un appartement, aujourd'hui, si je prends un appartement, moi, sur ma zone, par exemple, qui est Strasbourg, parce que vous l'aurez compris, on travaille quand même localement aussi, c'est plutôt quelque chose comme 200 000 euros. Donc, ça laisse encore 50 000 euros pour se trouver un terrain, qui est un bon équilibre finalement, parce que les gens, ils vont avoir un confort de vie qui sera bien meilleur que dans ce bâtiment que dans un appartement. Si on prend une 20 mètres carrés, on est plutôt aux alentours de 90 000 euros, ce qui finalement match totalement avec aujourd'hui les prix des tiny house haut de gamme. Nous, on peut se comparer par exemple à ce que fait Baluchon, qui est un des constructeurs de tiny les plus chouettes qu'il y a en France aujourd'hui. Et eux, ils montent jusqu'à 110 000 euros. Moi, jusqu'à 100 000 euros, la 20 mètres carrés, elle rentre, quoi. Donc, on est à peu près dans les prix du haut de gamme des tiny house. Donc, voilà, sur l'aspect financier, on est à peu près là. Et puis après, une 12 mètres carrés, mais ça, c'est vraiment moins pour y vivre aujourd'hui. C'est plus pour avoir une dépendance, des choses comme ça. On est sur quelque chose entre 35 et 40 000 euros. Ok. Et la 12 mètres carrés, j'en ai pas beaucoup parlé, mais elle permet de faire un petit studio style studio chambre d'étudiants comme au Crous, où on a tout d'intégrer, la petite salle de bain, la petite kitchenette et puis un espace pour dormir et se poser. Et donc bon, c'est plus pour une dépendance ou un ado qui veut faire sa vie dans le jardin de ses parents, voilà. Mais on est dans ces ordres de prix. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Merci pour cette transparence. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur les nano-habitats en général, ou sinon on passe déjà à la phase action? Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur les nano-habitats? Je pense que l'avantage aussi des nano-habitats aujourd'hui, on n'a pas du tout abordé le sujet, c'est qu'on peut utiliser des fondations qui sont totalement différentes de ce qui se fait dans le bâtiment normalement. Nous, on travaille avec des pieux en acier, et ces pieux en acier-là, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils rendent le projet réversible. On peut enlever le projet. Je pense que ça, c'est déterminant aujourd'hui de se poser la question de « Ok, on construit pour soi. Maintenant, est-ce que dans 3 générations, ils auront encore envie de vivre là-dedans ?» Et la réponse, pratiquement tout le temps, c'est non, quoi. Ça, utiliser moins de béton, travailler moins le sol. Donc, arrêter de marquer le sol, pouvoir se dire « J'habite là, mais je prends le terrain tel qu'il est et je le rends tel qu'il est. » Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un point important. Et les nano-habitats, que ce soit les tiny house, parce qu'elles sont sur châssis de remorque,
que ce soit d'autres le type de lodge comme ce que nous on peut faire. On peut changer en fait la manière de mettre des fondations et donc énormément de choses sur l'étanchéification des sols. Sur cette notion aussi d'empreinte, appartenance, etc. aussi, quoi. Ok, merci pour ce rajout, c'était important de le souligner, effectivement. Bon, alors, est-ce que tu es prêt à passer à la phase action et questions tac au tac, Pierre? Oui, allons-y. C'est parti, action. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Aubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Eh ben Pierre, nos auditeurs, ils ont un projet évidemment de nano-habitat en bois. Qu'est-ce que tu leur conseilles en première question à se poser, première action par rapport à ce projet ? Hyper concret. Hyper concret. De quelle surface ils ont besoin ? On en a parlé depuis le début, mais être capable de définir chaque usage qu'ils vont avoir de leur maison, cuisiner, dormir, se détendre, travailler, et qu'ils identifient des surfaces dont ils ont besoin pour ça, et savoir si ces surfaces, elles peuvent être communes au moment où ils font ces activités, ou si ils doivent être isolés. Et ça va définir à la fin une taille de projet. Et d'expérimenter aussi, du coup. Ah oui, expérimenter, indispensable. je me suis permis de le rajouter. Ouais, tu as bien fait. Super, merci. Du coup, dans ta vision, donc question plus personnelle, dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal ? Mon bercail idéal, aujourd'hui avec Maud, on regarde beaucoup du côté des pays nordiques, de la Suède notamment, parce qu'on est tombé amoureux de ce pays, et on cherche de temps en temps, on regarde un peu. En gros, ce serait à peu près 50 mètres carrés d'une maison de vie et un petit atelier à côté pour pouvoir travailler sereinement, que ce soit moi, que ce soit Maud, qu'on ait un espace qui soit séparé de la maison, qui nous permette de travailler ou de bricoler ou de faire autre chose. Mais en gros, c'est en tout 60 mètres carrés maximum et 40 mètres carrés de vie et 15-20 mètres carrés d'atelier partagé. Parce qu'on n'envisage pas aujourd'hui de ne plus travailler sur notre lieu de vie. Ça, c'est aussi un point important. C'est pas pour tout le monde. On sent que tu as bossé les surfaces. C'est bien, Pierre. Bah ça. C'est bien, tu appliques tes propres conseils. Si tu avais un mot pour définir ton bercail, ce serait quoi ? Isolé. Isolé ? Ok. Ouais. Est-ce que tu as des sources pour s'informer sur le sujet ? Livres, podcasts, personnes que tu aimerais voir aussi sur ce podcast, en parler ? Je sais pas. Un podcast que j'avais trouvé intéressant, c'est Électron Libre. Je sais pas s'il en fait encore en ce moment, mais c'est vrai qu'à un moment j'écoutais. Puis nous, on avait été aussi interviewés dessus, qui parle du logement et notamment des nano-habitats et des habitats alternatifs. Donc c'était vraiment spécialisé là-dedans. Et je pense que ça permet aussi d'y voir plus clair quand on parle d'habitat alternatif entre ce que c'est la vie en yourte, ce que c'est la vie dans une maison bois, ce que c'est la vie dans une tiny house. C'est des expériences qui sont drastiquement différentes. Et d'entendre des gens qui vivent dedans, je trouve que c'est intéressant. Par ailleurs, je trouve que une des solutions aussi à l'habitat, alors c'est difficile à intégrer en France partout, mais je trouve que la yourte est aussi une très bonne alternative parce qu'on peut avoir aujourd'hui des yourtes qui sont vraiment performantes thermiquement, qui sont spacieuses avec 2 étages, etc. Et là-dessus, si jamais il y a les ateliers de Turmgassel qui sont en Alsace, qui font des yourtes qui sont géniales et voilà, vous pouvez jeter un œil aussi à ce qu'ils font. Sur des autres sources plus bouquins, etc., je pense qu'il y a la frugalité heureuse et créative, qui est une charte qui est signée par des architectes et qu'on avait signée en 2019 et qui questionne en fait le bien-être dans le bâtiment, le fait de vivre aussi avec moins, le côté frugal, et que ce soit pas une punition parce que dans notre conception moderne, on est toujours plus de place, c'est plus de confort, etc. Mais plutôt comment on peut être heureux avec un peu moins.
Je sais pas, l'idée c'est pas de faire Marie Kondo, mais tout de même de se poser des questions, quoi. Voilà. Après, avec Maud, on a beaucoup été influencé par Thoreau, le philosophe qui a écrit un bouquin qui s'appelle Walden. Et en fait, dans Walden, il fait lui-même l'expérience d'aller vivre dans les bois avec rien, alors que le gars, il est professeur d'université à ce moment-là, en parallèle. Mais il va aller dans les bois, construire sa baraque et essayer de voir s'il peut vivre de manière autonome. Et c'est les premiers questionnements sur ce que fait la société industrielle aux gens, où elle les déshumanise et elle les coupe finalement de ce qui peut les rendre heureux et ce qui peut leur faire ressentir qu'ils sont utiles et qu'ils existent en tant qu'individus. Donc, il questionne à la fois l'endroit où on vit, il questionne la manière dont on vit, dans quoi on vit, et quels sont les impacts de ça sur notre vision du travail et de comment on se perçoit. Donc, tout est lié et ça a été fait au début du siècle dernier et je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Hyper intéressant. J'ai demandé à Maud également de me dire un peu parce que aujourd'hui, c'est moi qui suis plutôt généralement la façade commerciale mais elle est là aussi. Mais elle est là aussi et du coup, je lui ai demandé de me conseiller aussi quelques bouquins qui, elle, l'avaient inspiré dans sa conception. Elle trouve que le livre de Bachelard, La politique de l'espace, c'est vraiment un bouquin qui est important à lire pour comprendre justement comment on interagit avec l'espace, comment ça peut être utilisé par l'État, les administrations, mais comment ça peut être utilisé par les individus. Elle recommande aussi Chez soi de Mona Chollet, qui par ailleurs écrit pas mal d'autres bouquins sur d'autres sujets qui peuvent être tout aussi intéressants. Et puis, dans un côté un peu plus léger et poétique, justement, Hide and Seek, Cabin Porn et Rock the Shack, qui sont 3 bouquins, en fait, qui sont juste des photos de cabanes qui sont toutes plus chouettes les unes que les autres et qui vont vous emmener rêver à tout ça, quoi. Très bien, bah ça c'est bien, merci, ça a été hyper complet. À vous dire, vous m'avez apporté un beau socle de ressources, donc super, merci beaucoup. Je me suis noté tout ça et je partagerai évidemment tout ça dans le descriptif du podcast, donc top, merci beaucoup pour ces recommandations. Bah de rien. Et bah écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode, de ce bel épisode. Déjà, je te remercie Pierre pour ce passage et pour toutes ces explications. Avec plaisir. C'était très chouette. Où est-ce qu'on peut te contacter ou te retrouver si on a envie de se renseigner un peu plus sur les nano-habitats sur UTE? Alors, sur le site internet, les gens peuvent me contacter. Ils peuvent même prendre un rendez-vous directement dans mon agenda pour que je les ai au téléphone. En sachant que moi, j'invite vraiment les gens. On a une manière de travailler où on essaye d'être hyper friendly et c'est pas parce que vous savez si vous voulez acheter ou pas acheter qu'il faut me contacter ou pas. C'est simplement si un jour l'idée elle vous traverse l'esprit, on va discuter comme on a discuté aujourd'hui, puis adviendra ce qu'il adviendra. Mais l'important c'est que les gens puissent construire pierre après pierre. Et si c'est un projet qui prend 5 ans et qui se fait, tant mieux. Et si ça se fait pas, tant pis. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir aider les gens à construire leurs rêves, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Sinon, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Ils verront aussi qu'il n'y a pas que nous qui peuvent suivre, mais en fait, la plupart de nos clients font des comptes Instagram où ils racontent leur expérience avec nous, où on voit souvent le chantier qui se fait et puis leur vie après au quotidien dedans. Et finalement, je trouve que plus que de me contacter moi, de voir ce que eux ils vivent, il y a une vérité qui n'est pas teintée de commercial et de marketing. Surtout que tu as dit au début que c'était mon métier avant. Donc je sais aussi que je construis un discours et je trouve que finalement c'est aussi chouette qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres choses derrière le discours. C'est sûr. Toujours la preuve par je trouve pas le mot, mais l'exécution, par l'expérience. Et puis un dernier truc, alors j'ai presque plus de place, mais on fait des portes ouvertes le 7 octobre et le 12 octobre. Pour le 7 octobre, c'était un samedi, c'est quasiment full. Et pour le 12 octobre, j'ai que 3 rendez-vous, c'est des visites privées d'une demi-heure avec Maud et moi, et il y a nos clients chez eux aussi. Donc c'est un projet qu'on a fini cet été. L'idée, c'est que pendant une demi-heure, on s'occupe que de la personne qu'elle a. On répond à toutes ses questions. Elle a champ libre pour se balader dans la baraque.
Et puis généralement, il y a mes clients qui sont là pour répondre aussi à ces questions. Donc si les auditeurs écoutent plutôt fin d'année, au moins ils savent que ça peut voilà, exactement. l'année prochaine. Voilà. Tout à fait. Super. Eh ben merci beaucoup Pierre. Merci à toi. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Ravi d'avoir participé. Super. Eh ben j'ai plus qu'à souhaiter à tout le monde une très belle journée et à bientôt dans vos bercailles. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les 3 choses principales à retenir. Si j'avais 3 choses à retenir, ce serait que la taille de notre habitat a un impact significatif sur notre empreinte écologique. Construire plus petit, c'est donc écologique, car cela réduit la consommation de matériaux, favorise la durabilité et nous pousse à acheter des produits de meilleure qualité. Donc questionnez vos besoins en surface et privilégiez l'efficacité. Ensuite, le bois est un matériau de construction plutôt exceptionnel pour les nano-habitats, car il a une empreinte carbone faible, il favorise la santé mentale et physique et offre de la durabilité. Et en plus, il permet l'autonomie et l'entretien facile de votre maison. Et enfin, il est possible de vivre confortablement dans des espaces réduits, même en famille. L'adaptabilité est essentielle. Expérimentez donc différents espaces pour comprendre vos besoins réels et trouver des solutions d'optimisation pour éviter absolument l'encombrement. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.